Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en éthologie? Alors, ethos, logos. Ethos, c'est l'étude des mœurs. Logos, c'est réflexion sur l'étude des mœurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'être humain, c'est pas seulement les animaux, c'est les êtres vivants. Et c'est une nouvelle épistémologie, c'est-à-dire c'est une nouvelle manière de réfléchir, de poser les questions. Comme l'a dit Jean-Pierre Pourtois tout à l'heure, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, on fragmentait le savoir, c'est-à-dire qu'on faisait, il y avait des gens qui étaient les spécialistes d'un enzyme, des autres qui étaient les spécialistes d'un morceau de cerveau, d'autres qui étaient les spécialistes de la maternelle. Mais maintenant, on se rend compte qu'il faut avoir un regard plus transversal. Alors c'est un peu comme les médecins, il y a les médecins spécialistes qui sont utiles, et puis il y a les médecins généralistes qui ont un regard plus transversal. Donc c'est un autre mode de connaissance, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle épistémologie. Et ça n'exclut pas l'autre, c'est pas la même manière de savoir. Alors, on s'inspire donc du monde vivant, et avec ce qui s'est passé surtout depuis la pandémie, on se rend compte que l'écologie joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on croyait dans notre manière de se développer biologiquement, dans notre manière de se développer neurologiquement, et même dans les organisations sociales. Alors, parmi les tout premiers à poser le problème, il y avait un Harlow, qui est un primatologue, dans les années 50-60, avait montré. Alors, ça c'est la première slide. Alors, ça c'est Skinner. Skinner qui a étudié les animaux en les conditionnant, c'est-à-dire qu'il envoyait des chocs électriques et il envoyait des récompenses, et avec ces méthodes de punition-récompense, il arrivait à les animaux apprenaient à des modes, acquéraient à des modes de réaction. Or, là vous voyez le professeur Skinner. Le professeur Skinner, c'est celui qui est en haut de l'image, hein, mais en fait, il est en train d'apprendre au rat à réagir à des stimulus, c'est-à-dire que s'il appuie sur une pédale, il aura une boulette de viande. S'il appuie sur une autre pédale colorée, il aura 3 boulettes de viande. Et c'est un problème intéressant dans un monde de rats. Et très rapidement, il comprend qu'il faut appuyer sur une pédale pour avoir plus d'aliments que sur l'autre. Alors ça, c'était l'ancienne manière de poser la question, et ça a donné le behaviorisme. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui continuent à poser des questions comme ça, qui ont leur pertinence. Ça prend un peu par punition-récompense. Mais photo suivante, on a dans les années 50-60, il s'est passé une nouvelle manière, c'est-à-dire que Harlow, il y avait Freud, Harlow, Spitz. Freud, vous avez entendu parler. Harlow, c'est ce monsieur, le couple Harlow, et puis René Spitz, qui est un psychanalyste qui travaille avec Anna Freud, et ils arrivent à une nouvelle manière de poser les questions. Jusqu'alors, on pensait que l'individu se développait bien, et que si un individu se développait bien, c'était la preuve qu'il était de bonne qualité, et s'il se développait mal, c'était la preuve qu'il était de mauvaise qualité. Et ça, c'est un raisonnement raciste. Ça veut dire qu'il y aurait parmi nous des gens de meilleure qualité que d'autres. Or, Harlow et Spitz posent le problème de manière très différente. La manière qu'on a de se développer, on est constamment en interaction avec le milieu. Interaction qui commence dans l'utérus, c'est-à-dire avant notre naissance, déjà, on subit les pressions du milieu. On le reprendra tout à l'heure. Et Harlow fait dans les années 50 cette expérimentation-là, c'est-à-dire qu'il montre que un petit singe, Freud avait dit, les bébés apprennent à aimer leur mère parce que la mère les nourrit.
Et Harlow dit, c'est peut-être pas la bonne hypothèse, les bébés apprennent à aimer la personne qui s'occupe d'eux, c'est-à-dire leur mère, une autre femme, le père, un homme, un métier de la petite enfance, ils apprennent ils s'attachent à la personne qui s'occupe d'eux parce qu'un bébé sans interaction, un bébé seul, n'a aucune chance de se développer. Un bébé seul, alors ça maintenant, je le reprendrai tout à l'heure avec la neuroimagerie, un bébé seul, en quelques semaines, a une atrophie cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau est constamment en interaction avec le milieu. Et le premier milieu d'un bébé, c'est sa mère. Et si la mère est morte ou si elle n'est pas là, c'est un substitut maternel. Alors on dit c'est une figure d'attachement. Cette figure d'attachement, quand tout se passe bien, c'est la mère, le père, la famille. Et s'il y a une dépression, s'il y a un accident, s'il y a une tragédie de la vie, il peut y avoir un substitut qui est aussi une figure d'attachement qu'on appelle la figure maternelle, mais qui n'est pas forcément la femme qui l'a porté. Ça peut être un enfant adopté, ça peut être adopté, ça peut être un enfant recueilli dans une institution, ça peut être différentes situations. Et on voit que, en fait, sur cette expérimentation, le petit macaque a deux fonctions maternelles, dit Harlow. Vous voyez que là, à votre gauche, il y a une mère en fil de fer qui donne un biberon, et à droite, il y a une mère feutre qui ne donne pas de biberon. Et on voit que, photo suivante, je crois, il y a un stresseur. Alors le stresseur, c'est un nounours mécanique. Et on remonte le nounours mécanique. Le nounours mécanique se met à battre du tambour. Pour un petit macaque, c'est la frayeur extrême. Il s'enfuit. Et photo suivante. Et il se blottit toujours quand il est stressé. Il se blottit toujours, non pas contre la mère qui donne le biberon, mais contre la mère qui a un contact doux. Et donc, ça veut dire que l'hypothèse freudienne n'est pas confirmée. L'hypothèse freudienne, c'était un bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le nourrit. Et Harlow dit, un bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le sécurise. Et ça, maintenant, ça a été le point de départ dans les années 50. Mais ce que je viens de dire, c'est la règle. Ça a été 1000 fois vérifié et c'est totalement rentré dans notre manière de raisonner. Alors, Spitz reprend, après-guerre, Spitz est psychanalyste et américain qui a un poste à Genève et qui travaille avec Anna Freud, la fille de papa. Et les Anglais ont payé très cher la Seconde Guerre mondiale, ils ont été bombardés et Londres a été bombardée. Et il y a eu beaucoup d'enfants orphelins et il y avait beaucoup de bébés qui ont été pris sous les décombres, c'est-à-dire des bébés qui ont été très stressés parce qu'ils ont été sous les bombes, comme on le voit aujourd'hui encore en Ukraine. On voit les bébés sous les décombres, isolés. Beaucoup ont été sauvés, d'autres sont morts. Et comme les parents n'étaient plus là, euh, Anna Freud avait réquisitionné ce qu'elle a appelé des nurseries dans la banlieue proche de Londres, à Hampstead, la banlieue chic de Londres, et elle réquisitionne des appartements et elle fait mettre des petits lits et elle fait ce qu'on appelle maintenant une randomisation, c'est-à-dire qu'elle met les bébés là où il y a un lit. Donc c'est le hasard qui fait que les bébés sont répartis, ils ne sont pas sélectionnés, ils sont mis comme ça vient, il y a un lit, hop, on met dans une institution où il y a un autre lit dans une autre institution. Et puis, les bébés sont pris en charge, donc ils sont d'abord par les soins physiques, puis ils sont nourris. Puis ensuite, Spitz et Anna Freud constatent que dans certaines institutions, la plupart des bébés ont repris un bon développement, alors qu'à cause du trauma, tous les développements avaient été bloqués. Les bébés avaient peur, ils étaient seuls, ils n'étaient pas nourris, ils avaient été sous les décombres, ils avaient vu probablement des choses qui les avaient effrayés, donc ils étaient sidérés.
et même certains même ne pleuraient même plus, tellement ils étaient sidérés. Or, ces bébés, dans certaines institutions, très rapidement se réchauffaient et reprennent un bon développement, alors que dans une autre institution, on constate que, alors par exemple, j'ai oublié les chiffres, mais par exemple, dans une institution, 72% des bébés reprennent un bon développement, et dans une autre institution, 20% des bébés reprennent un bon développement. Et alors, on a des repères de développement, c'est la taille, le poids, le soutien du regard, tendre les bras, sourire, babiller, manger. Donc, il y a des repères assez quotidiens, des repères qui permettent de dire, tiens, il va mieux. Le bébé va mieux, il se remet à dormir, il se remet à manger, il se remet à pleurer. Ces bébés étaient sidérés. Et on constate que, en fait, aujourd'hui, ça paraît banal ce que je vais dire, mais en 1945, c'était une idée très nouvelle. C'est qu'en fait, les institutions où les bébés ont repris un bon développement, c'était les institutions où on s'adressait aux bébés et où on leur parlait. On parlait à des bébés préverbaux, c'est-à-dire ils n'étaient pas capables de comprendre les mots qu'on leur disait, mais c'était une information importante pour eux. Ils avaient une figure d'attachement qui s'adressait à eux et qui leur parlait et qui expliquait la reprise d'un bon développement, alors que dans d'autres institutions où il y avait peu de personnel, où le personnel ne leur parlait pas parce qu'on pensait que ce qu'on m'a appris quand j'ai fait mes études, on nous dit, j'apprenais, on nous demandait d'apprendre, tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Alors qu'on sait maintenant que l'apprentissage commence dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà, dans l'utérus, le système nerveux se met en place et le bébé commence à percevoir le monde présenté par la mère, présenté par le corps de la mère. Alors ça a été le point de départ, donc ça a été vous voyez le cheminement. Le cheminement, c'est une hypothèse freudienne. Le bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le nourrit. Deuxième temps, Harlow, une manipulation expérimentale. C'est pas sûr du tout qu'un bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le nourrit, mais probablement on peut faire une autre hypothèse. Le bébé s'attache à la personne qui le sécurise. Deuxième hypothèse. Troisième, vérification clinique. Spitz et Anna Freud confirment que les bébés qui ont trouvé un substitut maternel, une figure d'attachement, dans notre culture, c'est la femme qui l'a porté quand tout ça se passe bien, mais ça peut être une autre femme, ça peut être un homme. Jean Le Camus, que tu as connu, sûrement Jean Le Camus à Toulouse, a été un des premiers à montrer l'importance du père dans les interactions précoces, l'importance du père même pendant la grossesse. Sauf qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que le mot père maintenant a une définition de plus en plus difficile. Et que à la commission des 1000 premiers jours que j'ai présidé, qui a remis un rapport qui a été très bien accepté par les cliniciens et qui a été traduit maintenant, je crois, dans une quinzaine de pays, eh bien, on n'a pas su définir le mot père. Alors qu'il y a des... Alors, nous, on a dit deuxième parent. Les pays d'Europe du Nord, on avait la ministre de Norvège qui venait travailler avec nous. Elle a été à toutes les séances. Elle venait et elle disait, nous, on a pris l'autre parent. Mais c'est pas joli, un bébé, il va pas dire bonjour mon premier parent, bonjour mon deuxième parent, bonjour mon autre parent. Donc c'est parce que on reprendra ça tout à l'heure. Donc vous voyez la démarche, hein. Hypothèse, manipulation expérimentale, hypothèse freudienne relativisée, hypothèse Harlow expérimentale confirmée. Vous voyez la démarche, hein. Ça tombe pas du ciel. Or, on voit que ça, c'était le raisonnement qui se passait dans les années d'après-guerre. Photo suivante. Lorsqu'il n'y a pas d'altérité, alors là, jusqu'à maintenant, on nous disait, les êtres humains, on disait, l'homme est au-dessus de la nature.
c'était rentré pour des raisons philosophiques, hein. Pour des raisons philosophiques, on disait il y a les animaux et il y a l'homme qui est un être surnaturel, puisqu'il est mis au monde. Alors, c'était dans la Bible, l'homme doit dominer, c'est le mot qui est employé dans la Bible, hein. Les oiseaux dans l'air, les poissons dans l'air, il doit dominer les femmes, il doit dominer les enfants et il doit dominer les hommes faibles. C'était dans la Bible et c'était dans les Descartes a repris ça et c'était quand on sépare le corps d'un côté et l'âme de l'autre, eh bien on arrive à une notion comme ça de l'homme n'appartient pas au monde vivant. Or, avec ce qui s'est passé dans la pandémie, on est bien obligé de vérifier et de constater que l'homme n'est pas, les êtres humains ne sont pas au-dessus de la nature, les êtres humains sont dans la nature, et si on abîme la nature, eh bien, on partira avec elle. C'est-à-dire que si on abîme les animaux, eh bien, si on les rend malades, eh bien, on partira avec eux, puisque la pandémie, c'est provoqué par le virus. Le virus, on en a des millions. En nous, dans notre intestin, dans tout ce qu'on touche, il y a des millions de virus. Ces virus sont très importants parce que dans l'intestin, par exemple, ils dégradent des acides aminés, des petits morceaux de molécules, de protides. Ils les dégradent et ils participent à la synthèse de la dopamine, qui est un neuromédiateur qui, quand il arrive dans le cerveau, donne le plaisir de l'action. Et il dégrade et il permet aussi la synthèse de la sérotonine, qui est un neuromédiateur qui donne le plaisir de la relation. Donc ces virus sont très importants. Or, le Covid, ce n'était pas du tout un virus qui nous profite, c'était un virus qui a été synthétisé par le fait que notre industrie alimentaire, l'industrie de la viande particulièrement, fait d'immenses élevages et que dans ces immenses élevages de vaches, les excréments des vaches se mélangent avec les excréments des oiseaux et que ça invente un nouveau virus. Là, c'était le Covid-19, mais il y en a d'autres. Il y a eu l'encéphalite de 1918 qui a tué énormément de monde. Et ça, donc là, c'est pas un virus qui nous profite, c'est un virus qui nous détruit. Et quand il y a eu, en 1348, il y avait eu à Marseille une épidémie de peste qui était partie du bacille de la peste, eh bien, en 2 ans, un Européen sur deux était mort parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait confiner. Et puis surtout, on n'avait pas le microscope, et puis surtout, on n'avait pas les vaccins. Donc, un Européen sur deux est mort en 2 ans. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Et donc là, c'est nous, notre civilisation, qui fabriquons ces virus ou qui fabriquons ces bacilles qui vont nous emporter. Donc on n'est pas là depuis 2 ans. On a bien été obligé, c'était une vérification expérimentale tragique, que c'est notre civilisation qui a fabriqué le virus et que si on remet en place la même civilisation, eh bien, il y aura un nouveau virus. Il y a déjà des variants, eh bien, il y aura un nouveau virus dans 2 ans. Et ça, il faudra tout recommencer.